Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la tête d'un coureur Investigation. Je suis Cléo et tous les mois, avec Émilie, journaliste pigiste qui travaille pour de grands médias français, nous partons investiguer sur un sujet de société en lien avec la course à pied, en allant chercher des témoignages de professionnels sur le sujet ou de personnes concernées. Aujourd'hui, place à un sujet tabou et encore parfois banalisé, les troubles du comportement alimentaire dans le milieu du running. Allez, on part enquêter. Salut Émilie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Cléo. Alors c'est un sujet délicat que l'on aborde dans cet épisode, les troubles du comportement alimentaire. De très nombreux coureurs ont conscience que l'alimentation est un des piliers de la récupération et de la progression, mais certains vont jusqu'à se peser tous les jours et contrôler leur repas au gramme près. Cette stratégie peut avoir certains effets positifs sur leur performance, mais parfois au risque de leur santé physique et mentale. Effectivement, alors, comment des sportifs qui cherchent la progression en course à pied peuvent finir par développer des TCA ? Pourquoi sont-ils malheureusement si nombreux à en souffrir ? La course à pied est-elle un sport particulièrement à risque d'en développer ? Et puis, que faire si ça vous arrive ou si vos proches en souffrent ? C'est les questions auxquelles on a cherché à répondre dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur, Investigation. Pour bien comprendre l'ampleur des TCA dans la société et l'enjeu que ce sujet représente, comme souvent Cléo, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, combien de Français souffrent de troubles du comportement alimentaire ? Alors, je t'avoue que c'est compliqué de donner une réponse, peut-être plusieurs centaines de milliers. C'est dans ces eaux-là, en effet. En fait, on s'approche même du million. La Fédération française anorexie-boulimie estime que 900 000 personnes sont concernées en France. Mais attention, ça n'est qu'une estimation qui se base sur la littérature scientifique internationale et qui est certainement sous-estimée pour plein de raisons, comme le fait que c'est un sujet tabou, mais aussi parce qu'il existe plein de formes de troubles alimentaires qui ne sont pas toujours comptabilisées par les études. Pour mieux comprendre cet aspect, je te propose qu'on s'arrête un petit moment sur ce que sont les TCA. Pour nous aider à y voir plus clair, je suis allée à la rencontre de Laura Di Lodovico. Elle est médecin psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Donc, TCA ou troubles du comportement alimentaire, c'est un ensemble de conditions pathologiques, de maladies, qui ont toutes en commun la perturbation du rapport avec l'alimentation. C'est-à-dire, il y en a plusieurs, je vais vous les décrire, mais dans tous ces troubles, on a effectivement une altération des fonctions de l'alimentation. Les troubles du comportement alimentaire les plus connus sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Il y en a aussi d'autres un peu plus rares, comme par exemple les troubles restrictifs et évitants de l'alimentation. Et il y en a aussi certains qui n'ont pas assez de critères pour entrer dans un diagnostic, mais qui pourtant peuvent avoir des symptômes à minima d'anorexie, de boulimie. Oui, justement, on parle souvent de troubles identifiés et de troubles non identifiés. Ceux que vous avez cités, du coup, c'est les troubles identifiés. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun d'entre eux et que vous expliquiez quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, je pense que surtout les personnes qui pratiquent du sport et de la course à pied, ils sont notamment concernés par l'anorexie mentale et par la boulimie en particulier. L'anorexie mentale est une maladie où il y a une perturbation, comme on disait, de l'alimentation qui est plutôt restrictive en quantité, donc manger moins et de moins en moins, et aussi en termes de qualité, c'est-à-dire avec l'éviction de certaines catégories d'aliments qui sont très souvent les plus caloriques. Par exemple, tout ce qui est sucré et qui est gras. En plus, on peut dire que cette restriction alimentaire, elle est sous-tendue par une perturbation de l'image de soi et de son corps, avec une tendance à se voir donc plus gros et plus grosse, parce que la prévalence est notamment féminine, que c'est qu'on l'est vraiment. Donc, cette restriction qui est sous-tendue par cette perturbation de l'image corporelle les porte à perdre du poids. Les patientes avec anorexie mentale, elles sont très souvent en sous-poids, très dénutries, et une dénutrition qu'elles n'arrivent pas à voir sur elles-mêmes. Et cela peut conduire aussi à d'autres stratégies de contrôle de leur poids, dans la peur, dans l'angoisse de prendre du poids et devenir grosse.
Ces autres stratégies peuvent être dans certains cas des stratégies de purge, donc des vomissements ou un mésusage de laxatifs et aussi très souvent une activité physique qui devient donc inappropriée à leur état nutritionnel. La boulimie est une maladie qui se caractérise par la présence avec une certaine fréquence de accès hyperphagique, c'est-à-dire d'épisodes où l'individu mange des quantités de nourriture dans un temps très court et en quantité très importante, beaucoup plus importante qu'un sujet dans les mêmes conditions et qui n'a pas cette maladie. C'est ce qu'on appelle donc les crises de boulimie ou accès hyperphagique. Et à côté de ces crises de boulimie, il y a des conduites qui visent à compenser cet apport nutritionnel donc excessif, qui sont par exemple les vomissements et les laxatifs, encore une fois, les vomissements en particulier. Mais aussi, encore une fois, on peut avoir beaucoup d'exercices physiques visant à neutraliser donc cet apport calorique. Cela engendre une très grande souffrance chez les individus. On parlait de hyperphagie boulimique. Dans ces cas-là, on a les mêmes critères que la boulimie, mais on n'a pas les conduites de purge, on n'a pas les stratégies de contrôle du poids, au point qu'il est beaucoup plus fréquent que les patients avec hyperphagie boulimique soient en surpoids. Ce que vient de décrire Laura Di Lodovico, ce sont les troubles du comportement alimentaire qu'on dit identifiés, c'est-à-dire pour lesquels le diagnostic comprend des critères très spécifiques. Mais beaucoup de patients souffrent aussi seulement de certains symptômes de ces maladies. On parle alors de troubles non identifiés ou de troubles subsyndromiques. Ces symptômes vont finir par se résorber avec le temps ou alors ils vont être complétés par d'autres et un trouble spécifique pourra alors être identifié. J'ai déjà également entendu parler du terme d'anorexie athlétique dans le milieu du sport. Oui, ce sont des termes qui reviennent régulièrement quand on parle de TCA chez les sportifs. Laura Di Lodovico classe ce trouble dans une sous-catégorie de l'anorexie mentale. Ce sont des sportifs qui sont en sous-poids, en état de dénutrition en raison d'une dépense énergétique très élevée. Ça les expose à un risque de baisse de leur performance, mais aussi à de nombreuses autres répercussions sur leur santé et leur vie. D'ailleurs, j'ai demandé à la médecin psychiatre de nous en dire un peu plus sur les conséquences des TCA chez les patients. Il peut y avoir plusieurs conséquences d'ordre physique, psychologique et social aussi. Ça en fonction effectivement de la gravité et du contexte aussi social, environnemental dans lequel ces personnes se trouvent. Au niveau physique, on peut dire que les troubles du comportement alimentaire peuvent porter deux ordres de conséquences, qui sont les conséquences liées à la dénutrition et les conséquences liées aux conduites de purge. Les conséquences liées à la dénutrition touchent à peu près tous les organes. Elles touchent par exemple le foie, avec une rupture des cellules du foie. Elles touchent les reins, surtout sachant aussi que parfois ça ne se limite pas à l'alimentation, mais aussi à l'hydratation. Il y a des patientes qui boivent par exemple beaucoup d'eau, parfois pour se purifier, parfois pour rechercher un sens de satiété, un sentiment de satiété par la distension abdominale. Il y a des patients qui ne boivent pas assez, donc ça peut avoir des conséquences sur les reins. On peut avoir des conséquences au niveau du cœur. On peut avoir très souvent, c'est un symptôme très précoce, un arrêt des règles, une suspension du cycle menstruel qui est très souvent réversible à la rénutrition, mais qui en soi peut porter aussi à long terme à une déminéralisation des os. Donc c'est qu'on ne dit pas assez et c'est que nous on s'épuise à répéter et que la suspension des règles, ça peut fragiliser les os et donc augmenter les risques de fractures, dont les fractures de fatigue, jusqu'à l'ostéoporose. Il y a d'autres conséquences physiques comme les conséquences par exemple des vomissements et des laxatifs, comme par exemple des troubles au niveau du rythme cardiaque. Conséquences psychologiques sont parfois un développement, une exacerbation surtout de troubles anxieux. Des troubles anxieux tout court, parce que quand on est dénutri, on est plus vulnérable à l'anxiété. Mais c'est vrai aussi qu'en soi, toutes les préoccupations engendrées par la maladie, elles sont très anxiogènes. Le fait effectivement de finir par être vraiment obsédé par ces repas. C'est qu'on mange, si on peut le manger, c'est qu'on ne peut pas manger. Par exemple, toute invitation au resto devient pour certains patients une source de stress. Souvent parce que les patients qui développent des troubles du comportement alimentaire sont des patientes qui ont un
très haut fonctionnement. Donc il y a aussi des anxiétés de performance qui peuvent se greffer, sachant aussi que ce sont des personnes qui font très bien et qui veulent très bien faire, souvent jusqu'au perfectionnisme, et aussi avoir des standards très élevés et craindre en permanence de ne pas les respecter, c'est aussi très anxiogène. Donc il y a quand même une très haute comorbidité anxieuse exacerbée par la maladie. Ça peut donner aussi des complications dépressives. Ça engendre un état de souffrance, encore une fois, parce que on ne se sent jamais... Enfin, ce sont des personnes qui ne se sentent absolument pas bien dans leur corps. Et ces sentiments, c'est pas quelque chose qui est accessible à la réassurance et aux appréciations d'autrui. Quoi que l'on dise, ce n'est pas pour ça qu'elles se sentiront plus belles, moins bien, plus minces. Donc, c'est une véritable souffrance en permanence. En plus de ça, il y a aussi des conséquences sociales, parce qu'effectivement, ce sont des troubles qui isolent. Je parlais tout à l'heure de ce que ça peut engendrer d'aller au restaurant, ou bien de sortir avec les amis. C'est que peut être des occasions de montrer leur corps aux autres. Ou parfois, il y a je parlais tout à l'heure, une véritable accentuation de toutes les conduites de compensation de la prise énergétique. Donc ça veut dire, par exemple, s'imposer des routines sportives en solo qui prennent un temps fou et qui du coup finissent par les isoler de tout un tas d'activités sociales qu'ils auraient pu faire à la place. Donc encore une fois, ça se situe sur un spectre de gravité d'envahissement qui est très variable d'un individu à l'autre. Ces maladies amènent parfois les patients jusqu'au décès. Les TCA sont d'ailleurs responsables d'une surmortalité 2 à 12 fois plus importante que dans la population générale. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route. Et ces maladies peuvent concerner n'importe qui. Est-ce qu'il existe quand même ce qu'on pourrait appeler un profil type de patient ? Non, il n'y a pas du tout de profil type, Cléo. Mais des études révèlent que certaines populations sont plus ou moins touchées par les TCA. D'abord, il y a beaucoup plus de femmes qui sont concernées. Pour les cas d'anorexie, Laura Di Lodovico parle d'une prévalence écrasante des patientes féminines, avec seulement un homme qui tombe malade toutes les 8 à 13 femmes. C'est une maladie qui peut se développer à n'importe quelle période de la vie, mais les chercheurs ont identifié 2 moments où il y a plus de risques. C'est le passage de l'enfance à l'adolescence et celui de l'adolescence à l'âge adulte. Même constat pour la boulimie. La Fédération française anorexie-boulimie parle d'un homme malade pour 10 femmes. Et l'âge de survenue le plus fréquent se situe entre 18 et 20 ans. Enfin, pour l'hyperphagie boulimique, elle touche presque autant les hommes que les femmes, et elle est plus souvent diagnostiquée à l'âge adulte, même s'il existe des formes plus précoces. Ces maladies concernent enfin tous les milieux sociaux. Alors, toutes les informations que tu nous donnes depuis tout à l'heure, Émilie, c'est sur la population générale, mais qu'en est-il des coureurs ? Elles sont particulièrement concernées par les TCA, mais les chiffres sont très difficiles à établir car les liens entre course à pied et troubles du comportement alimentaire sont très complexes. En fait, il existe une multitude de situations. La course à pied peut à la fois être un outil de plus pour les personnes qui souffrent déjà de TCA pour contrôler leur poids, comme elle peut amener les patients qui cherchent à la base de la performance vers ces troubles-là. On ne connaît, on peut dire, que la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui en souffrent, mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Le rapport entre la course à pied et les troubles du comportement alimentaire est très complexe. Il y en a, par exemple, la course à pied, pour certaines personnes qui développent une anorexie mentale, devient, comme je disais tout à l'heure, un moyen de contrôler leur poids. Il y en a certains qui font de l'activité physique dans le but, effectivement, d'affiner leur corps ou bien de neutraliser, comme je disais tout à l'heure, la prise alimentaire. Mais c'est vrai aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de la course à pied et qui donc ont des exigences, on peut dire, de poids et de forme liées à la course à pied, c'est-à-dire des exigences de performance pour lesquelles elles ont besoin d'avoir un corps plus léger, ou même esthétique, c'est-à-dire un corps affûté, c'est un corps qui a bien travaillé ses entraînements. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se pose un peu en interface entre l'esthétique et la performance, qui est très lié au regard des autres. Et vous avez aussi évoqué un effet protecteur de la course à pied. Vous entendez quoi par là ? J'ai vu des témoignages des personnes qui ont été plutôt aidées par le sport. Au point qu'aujourd'hui, surtout dans les dernières phases de la thérapie,
on préconise aussi de l'activité physique adaptée. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui, par les sports, ont retrouvé une manière de se re-socialiser et de lutter pour un objectif et aussi d'ajuster leur alimentation pour pouvoir continuer de faire du sport. Comme on vient de l'entendre, les liens entre ce sport et les troubles du comportement alimentaire peuvent être multiples. Par exemple, si on imagine 2 personnes qui se mettent à la course à pied et qui entament en même temps un régime alimentaire particulier, il est possible que l'une d'elles développe des TCA et pas l'autre. Ça dépend des vulnérabilités de chacun, mais on reviendra un peu plus tard sur les causes de ces maladies. Si les chiffres sont difficiles à établir chez les coureurs, de nombreux chercheurs ont étudié le cas des sportifs de haut niveau. Et c'est ce sur quoi tu t'es penché, Cléo. Tout à fait, et les résultats ne vont pas forcément t'étonner. On évalue à 3 fois supérieur le risque de développer des TCA chez la population de sportifs. Une enquête norvégienne très poussée, réalisée par l'universitaire Jorunn Sungbø Borgen en 2004, a montré que sur 1620 athlètes de haut niveau norvégiens, hommes et femmes, 13,5% présentaient des TCA contre seulement 4,6% d'un échantillon de 1696 représentants de la population norvégienne. Une étude française réalisée en 2009 par la région PACA et la Faculté des sciences du sport et portée sur 137 adolescents sportifs vient compléter cette étude. Elle révèle que des symptômes de TCA ont été trouvés chez 27% de ceux qui pratiquent l'athlétisme, 43% des sports à catégorie de poids et 50% des sports à visée esthétique, comme la gymnastique rythmique par exemple. La typologie de sport a donc un impact sur la probabilité de développer des TCA ? Il semblerait que oui. Les sportifs auraient donc tendance à être plus à risque de développer un trouble alimentaire s'ils pratiquent des sports axés sur l'esthétique, des catégories de poids, d'endurance ou encore qui nécessitent des qualités antigravitationnelles techniques comme le saut à ski ou l'escalade. Mais attention, la majorité des sports peuvent être concernés en raison des entraînements physiques intensifs et surtout de la pression importante de la part des entraîneurs et des parents. Car l'environnement est un facteur non négligeable. Lors des études évoquées précédemment, les contacts noués sur le terrain avec les entraîneurs ont montré que ces derniers n'étaient pas suffisamment informés sur les TCA et qu'ils se sentaient le plus souvent démunis face aux troubles avérés ou à leurs symptômes, voire qu'inconsciemment, ils les encourageaient. C'est ce qui est arrivé à Sarah Fofana Koutouan, athlète de 100 mètres haies et médaillée de bronze des championnats du monde junior en 2016. Elle a bien voulu nous confier son histoire pour que ce qui lui est arrivé n'arrive plus à nouveau. C'est vrai que plus jeune, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'étais même pas consciente d'avoir un corps fait de chair et de graisse. Pour moi, c'était juste un corps qui allait me mener à la performance et ce corps qui me permettait de m'entraîner, de faire tout ce que j'avais à faire. Et c'est vrai que ça a commencé avec mon premier coach de haut niveau, donc qui était et qui est toujours, je pense, très à la vieille école. Pour lui, il faut faire un certain poids pour performer et pas, c'est pas autrement. Ouais. Et c'est vrai que ça a commencé par des petites réflexions en mode, des réflexions qui sont assez importantes quand même. Entre les athlètes où on disait oui, il faut perdre du poids, faut faire ce poids-là pour faire des performances. Non, faut pas manger ça. Si on fait un resto, Sarah, tu viens pas parce que t'es trop grosse. Et en fait, ça a escaladé assez rapidement. Et c'était des petites remarques à l'entraînement, mais qui étaient assez humiliantes. Et c'était hyper banalisé. Donc, au début, je remarquais pas le problème. Mais petit à petit, je sentais que ça m'atteignait de plus en plus. Et je me rendais compte que, par exemple, mes cuisses étaient un peu trop larges, que mes épaules étaient un peu trop carrées. C'était des remarques qui avaient l'air de rien, mais qui m'atteignaient petit à petit psychologiquement, quoi. T'as senti... c'est quoi ? C'est la récurrence, en fait, à un moment donné, qui ont fait que c'est rentré dans ton crâne, vraiment ? C'est ça. En fait, c'est des remarques qui n'ont pas l'air méchantes sur le coup, mais qui vont s'installer dans ton cerveau un peu sournoisement, quoi. C'est, par exemple, une fois, je me souviens, on était en salle de muscu, et j'ai une autre athlète qui me montre une recette sur son téléphone. Vous savez, les discussions après séance sur tous les sujets. Ouais. Donc, elle me montre une recette sur son téléphone. Et là, il y a le coach qui arrive et qui dit « Oui, montre pas ça à Sarah, elle a déjà un gros cul tout mou, elle est déjà grosse comme une truie, lui montre pas ça, quoi. » Et tout le monde rigole autour. Donc, moi, ça me choque. Mais je me dis, tout le monde rigole, fais semblant de rigoler.
Et donc, du coup, je rigole et après, je rentre chez moi, je le raconte à ma mère et je me mets à pleurer. Et sur le coup, je suis étonnée même de pleurer. Et je me dis, mais pourquoi tu le ressens comme ça et pourquoi ça te touche, quoi. Enfin, tout le monde a rigolé, c'est que c'est pas si grave, quoi. Et ouais, c'était plein de petites réflexions comme ça. Et comme par exemple, j'avais une copine d'entraînement qui est très fine, mais de nature, quoi. C'est sa morphologie. Et je me souviens qu'il nous comparait souvent. Elle, il l'a comparée à Allyson Félix, donc très belle athlète, très élancée. Et moi, il me disait, c'est Caster Semenya, quoi. Enfin, même s'il n'y a rien de péjoratif à ressembler à Caster Semenya, mais lui, il le faisait passer pour quelque chose de très... de mal. De mal, quoi. Okay. Donc, c'était plein de petites réflexions comme ça. Et ouais, ça s'est installé petit à petit, jusqu'à ce qu'on parte en stage à l'étranger. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment atteint. C'est que forcément en stage, on vit en communauté et on mange ensemble, on passe tous nos repas ensemble. Et j'avais la boule au ventre à l'idée de manger devant tout le monde. Donc c'est là où les troubles alimentaires ont commencé. Je mangeais pas, tout simplement. Je me souviens avoir perdu peut-être 5 kilos en moins d'une semaine. Et ouais, je pouvais pas manger, j'avais l'estomac noué. Et donc ce qui s'est passé à la suite de ça, ce qui est assez fou, c'est que un matin, il y a ma copine d'entraînement qui rentre dans ma chambre et qui me dit oui, le coach a dit que si tu mangeais pas, il t'entraînait plus. D'accord. Donc c'était la cause de cette petite anorexie que j'avais commencée. Et en même temps, on me le reprochait, tu vois. Donc c'est là où ça a vite basculé vers de la boulimie. Donc je me suis dit, écoute, il veut que je mange, je vais manger. Mais après, il y avait toujours cette culpabilité. Donc forcément, ça créait des comportements boulimiques chez moi, quoi. Et ouais, ça a été ça pendant plusieurs années. Et ça s'est pas forcément arrangé quand je suis rentrée à l'INSEP. Donc l'INSEP qui est un pôle olympique où... C'est-à-dire que tu as changé d'entraîneur au moment où tu es rentrée à l'INSEP ou c'était toujours le même entraîneur ? C'est ça. En fait, on peut pas garder les entraîneurs de club quand on rentre dans une structure. D'accord. Donc j'étais donc à l'INSEP et en fait... à l'INSEP, c'est encore plus banalisé. C'est le milieu du haut niveau. Et en fait, c'est normal d'être obsédé par son poids et de faire attention. Enfin, c'est même pas faire attention, c'est vraiment une obsession, je pense. Parce que c'est normal, je pense, pour la performance de faire attention à ce qu'on mange et à manger équilibré. Mais ça basculait vraiment vers l'obsession. Et en fait, à l'INSEP, j'entendais des phrases comme celles qui sont sur la ligne de départ au JO, elles ont 6% de masse grasse et elles ont pas leurs règles et c'est normal. Et en fait, c'est plein de petites réflexions comme ça qui s'installent et tu te dis, c'est normal en fait il n'y a pas de problème. Même si, par exemple, je me fais vomir après chaque repas, c'est normal, c'est le chemin de la performance en fait. Et ouais, c'est quand on est vraiment dans ce milieu, vraiment immergé dans ce milieu, c'est impossible de se rendre compte qu'il y a un problème, quoi. C'est vraiment fondamentalement banalisé, ouais. Que ce soit entre les athlètes ou même vis-à-vis du staff, parce que là, je veux dire, entre athlètes, entre guillemets, que presque, j'ai envie de dire, vous vous entraîniez les uns les autres, ça peut se comprendre. Je veux dire, à partir d'un moment, quand vous avez un encadrement qui soit médical, des nutritionnistes, j'imagine qu'il y en a aussi à l'INSEP, personne à un moment donné vous fait... ne serait-ce qu'une formation ou quelque chose, ou juste de la prévention, parce que je veux dire, c'est des sujets qu'ils doivent connaître, qui existent. Ouais, mais pourtant, on nous en a jamais parlé. Hein. Moi, le mot trouble alimentaire, je l'ai jamais entendu d'un professionnel de santé dans le milieu du haut niveau. Et je me souviens même que quand j'étais cadette, donc 17-18 ans, on avait un stage national où là, il y avait un nutritionniste. Et je me souviendrai toute ma vie, c'était marqué noir sur blanc sur sa présentation PowerPoint. Il avait marqué que plus 1 kilo sur la balance, ça faisait plus 1 seconde sur la piste, quoi. Et ça, c'est vraiment des mots qui sont marqués dans ma tête, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est super grave d'entendre ça d'un nutritionniste. C'est faux en plus. 1 kilo, ça peut être 1 kilo de muscle. Donc, et puis notre poids varie en fonction des cycles de la préparation. Quand on est en force max, en muscu, on n'aura pas le même poids que pendant qu'on est en compétition, et c'est normal. Donc non, très mauvais encadrement. Après, j'espère que ça a changé aujourd'hui, mais
En tout cas, l'époque où moi j'étais en équipe de France, c'était pas fou, quoi. Est-ce que tu as remarqué que cette période où tu avais tes troubles du comportement alimentaire de façon vraiment accentuée, il y avait des résultats, un impact sur tes performances? Alors, je l'ai remarqué surtout en séance. Quand on est dans la prépa, on a des séances assez longues qui peuvent durer 3 heures, 3 heures et demie. Et j'ai remarqué que j'avais pas la même énergie que quand je m'alimentais correctement, quoi. Et c'était très difficile. Et en fait, vu que j'en parlais pas, je me disais sois forte. C'est le chemin qu'il faut prendre pour la performance. Donc tu dis rien, tu supportes, même si t'es à 2 doigts du malaise, c'est pas grave. T'y vas et tant pis, quoi. Et oui, donc je l'ai remarqué, surtout pendant certaines séances. Et ça m'a aussi porté préjudice en compétition, pas tant sur mes perfs, mais dans l'appréhension de la compète. Je sais que pendant une année, j'osais pas me mettre en short en compétition. Je courais en collant parce que j'avais trop peur qu'on juge la taille de mes cuisses ou de mes mollets. C'est des peurs qui sont irrationnelles parce qu'en soi, tout le monde vient en compétition pour faire sa perf et on se regarde pas forcément. Et ouais, quand mentalement, au lieu de penser à ta performance, tu penses à comment tu vas t'habiller, est-ce que les autres vont pas te juger? Oui, forcément, je pense que ça a eu un impact sur mes performances, quoi. Si tu devais un peu avoir une balance devant toi, à quel point t'en veux à ton sport et à quel point t'es reconnaissante aussi? C'est une bonne question. Ça va dépendre des jours. Je pense que quand j'arrive à avoir du recul et un point de vue un peu plus extérieur à tout ce qu'on m'a imposé, c'est du 50-50. Mais par exemple, quand je serai dans un jour où j'aurais fait une mauvaise séance, où j'aurai ces réflexions un peu parasites, je suis grosse, je suis comme ci, je suis comme ça, ça va être tout noir et je vais me dire, en fait, qu'est-ce que je fous là? C'est un milieu qui me correspond pas du tout. Ce qu'on m'impose, c'est pas acceptable et c'est pas supportable pour moi. Donc là, dans ces jours-là, ça va plus pencher sur le fait que j'en veux à ce milieu, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi plein de belles choses qui me sont arrivées grâce au sport, donc c'est plus du 50-50, quoi. Et j'essaye d'inverser j'essaye de faire en sorte que la balance penche plus du côté positif et surtout ce que m'a apporté le sport au quotidien, quoi. Comme pour Sarah, certains comportements mis en place par des entraîneurs, comme la comparaison entre athlètes ou encore les insultes sous couvert d'humour, peuvent être de véritables catalyseurs traumatiques pour les athlètes qui ne se sentent pas assez bien dans le regard de celui qui doit les amener vers la performance. Est-ce que finalement les TCA n'apparaissent-ils pas comme un moyen de reprendre du pouvoir sur soi-même pour ces athlètes? Dans certains cas, oui. Il y a une notion qui revient très fréquemment quand on parle de TCA associé au sport, c'est la notion de contrôle. Thomas Poutot, ancien footballeur et auteur de « Je reviens d'une anorexie et comment j'ai relevé le défi », explique ce qui se joue souvent au cœur de la maladie et on profite pour briser le tabou encore plus tenace des TCA chez les hommes. J'ai pas les statistiques précises, mais c'est certain que les statistiques vont dans le sens qu'effectivement c'est une maladie sont des maladies, des troubles qui atteignent beaucoup plus les femmes. Après, comme toute maladie psychologique, psychiatrique, finalement, elles ont une définition qui peut être tout à fait non genrée. Et je pense que ça peut être intéressant de le noter aussi. Dans de nombreux cas, peut-être que les hommes ont plus de difficultés à prendre la parole. Il y a une honte, en tout cas, qui est inhérente à cette maladie-là. Déjà, en tant que femme, c'est très compliqué. En tant qu'homme, ça l'est également. Et je pense que dans de nombreux cas, ça peut être sous couvert de performance. C'est-à-dire que les troubles de comportement alimentaire, à partir du moment où on performe, c'est pas un problème en tant que soi. C'est accepté par l'entourage, c'est accepté par certains entraîneurs, entraîneuses. Et je pense que dans de nombreux cas, finalement, peu importe les dégâts que ça peut occasionner, s'il y a performance, les troubles de comportement alimentaire ne sont pas au cœur du sujet. Est-ce que tu as eu la sensation en tant qu'homme que peut-être on prenait moins au sérieux la maladie ou en tout cas qu'il y a peut-être eu une moins bonne prise en charge peut-être?
Je pense qu'il y a premièrement, il y a plusieurs étapes et ensuite il y a plusieurs facteurs. Les premières étapes, c'est à partir du moment où on commence à perdre du poids, et ça, je pense que c'est partagé par tout le monde, on a toujours ces réflexions, c'est « Oh, t'as perdu 2-3 kilos, oh, tu m'as l'air en forme, etc. » Donc, nous, on a l'impression de réussir au sein de notre contrôle et finalement, c'est récompensé par notre environnement. Donc, on se dit tout va bien et donc on va passer à l'étape suivante et petit à petit, en fait, plus on avance et plus ça devient inquiétant. Pour tout le monde, le regard des autres et de son environnement ne trompe pas. Moi, je percevais sans cesse justement les regards des autres sur moi et finalement, ça crée aussi une situation oppressante. C'est presque l'enfer, c'est les autres de Sartre. Moi, j'avais toujours l'impression que les autres pouvaient devenir une menace parce que potentiellement, ils pouvaient justement venir balancer et contraster mon envie d'hyper-contrôle. Donc, comme ça, il y a différentes étapes. Je pense qu'il y a de la récompense au début et petit à petit, il y a de l'inquiétude qui se met en place. Et deuxièmement, sur les facteurs, en tout cas de prise en compte des troubles de comportement alimentaire chez les hommes. Premièrement, les statistiques jouent contre nous, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'un homme puisse être atteint justement de troubles de comportement alimentaire, donc c'est une option qu'on peut mettre de côté. Deuxièmement, je pense que énormément de professionnels aujourd'hui sont pas du tout formés à ces questions-là, et moi j'ai été suivi que ce soit par des psychologues, psychiatres, médecins ou autres, nutritionnistes, diététiciens, personne ne s'est vraiment alarmé de l'ensemble des signaux que je pouvais envoyer. Soit ils sont pas alarmés parce que les signaux étaient pas assez forts et pourtant je pense qu'ils l'étaient parce que quand on est quasiment rendu à 40 kilos pour 1m80, visuellement en tout cas il y a un problème et visiblement il y a un problème. Et au-delà de ça, il y a une formation de la part de ces derniers qui n'est pas suffisante, en tout cas encore aujourd'hui. Et c'est aussi une maladie. Je pense que là, c'est pas indéniable dans les différents facteurs du peu d'intérêt entre guillemets qu'on peut lui porter. C'est une maladie sans cesse de la dissimulation, c'est-à-dire qu'on va premièrement, on ne va pas montrer aux autres, on va adopter des techniques pour ne pas montrer aux autres qu'on est sujet à des troubles. Donc ça va passer par des techniques soit de compensation. Finalement, face aux autres, je vais manger convenablement, mais le jour ou le moment où je vais me retrouver seul, je vais rien manger, je vais sauter des repas. Ensuite, il y a des techniques comme ça de biais, entre guillemets, où moi j'arrivais toujours, par exemple, après l'entrée, j'allais marcher, je revenais, bien évidemment j'avais mon regard sur la montre et je savais que là l'entrée était passée et finalement je dépassais comme ça cette première étape. Je disais j'étais occupé à autre chose à ce moment-là. Il y a des techniques de dissimulation très clairement, beaucoup de personnes vont porter des vêtements amples, vont ne pas montrer leur maigreur environnante. Et donc voilà, je pense que ça fait finalement beaucoup de choses et comme je le disais, en plus sous couvert dans de nombreux cas de performance, ça fait beaucoup de choses finalement pour ne pas porter attention ou pour ne pas faire de lien entre tel ou tel physique ou telle pratique et les troubles de comportement alimentaire chez les hommes. En l'occurrence, dans le milieu sportif, tu penses que vraiment l'environnement peut avoir un impact très prégnant sur la maladie qui peut potentiellement se développer ? Ouais, bien sûr. Moi, c'est notre quotidien, de toute façon, de répondre comme ça à des exigences, premièrement de résultats, et déjà très jeune. C'est-à-dire que si je dois prendre le cas du football, en tout cas, il y a une exigence de classement à la fin de saison, donc de résultats. Il y a une exigence aussi d'évolution, d'amélioration. Et si on devait faire un parallèle avec la course à pied, c'est un temps à venir dépasser. Et en fait, ce temps-là, on se rend bien compte qu'il est jamais satisfaisant pour qui que ce soit. Encore aujourd'hui, on veut exploser le record sur marathon. Et c'est sans cesse, en fait. C'est une course qui est sans fin. Et donc, je pense que soi-même, on souhaite porter cette responsabilité-là. Et d'un autre côté, tout autour de nous, fait qu'on se dirige vers ça. En l'occurrence, aujourd'hui, moi je suis pas du tout dans des enjeux économiques, mais j'imagine que quand on a un sponsor, quelqu'un qui nous soutient financièrement, il attend quelque chose de ce partenariat-là. Donc ça peut jouer. Je pense que l'omniprésence d'outils statistiques et de calculs aujourd'hui dans le monde, notamment de la course à pied, qui est valable aussi pour tous les autres sports environnants,
fait que justement on souhaite là aussi dépasser d'une certaine manière nos propres limites. Donc oui, la pression aujourd'hui dans le monde du sport, celle qu'on se met, et finalement c'est une pression qui est aussi valable pour le monde de l'entreprise. Il faut qu'on explose les chiffres, il faut qu'on ait des bilans qui soient toujours meilleurs les uns les autres. Et finalement cette perfection, quasiment cette perfection de soi-même, à un moment, elle en vient à créer des dégâts. Et je pense que les troubles de comportement alimentaire, justement, viennent... je le perçois quasiment comme des signaux. Moi, c'est ce que je disais. Un corps qui est tellement maigre, peut-être que je parle pas, peut-être que je ne m'exprime pas sur les troubles que je subis, mais voir un corps aussi maigre, aussi gros dans certains cas, si on parle d'obésité ou autre, ou voir quelqu'un qui est en train de se buter à faire des kilomètres, des répétitions, etc. Finalement, il n'y a rien de plus visible que ces corps-là. Et moi, l'extrême maigreur qui était la mienne, il n'y avait rien de plus visible pour montrer aussi un mal-être. C'est-à-dire que je m'exprimais pas, mais mon corps le faisait à travers moi. Et je pense que c'est des signaux sur lesquels on doit être très vigilant. On comprend que les raisons qui peuvent amener à développer la maladie sont nombreuses. Pression de l'entraîneur, pression du milieu, de la performance. Vu comme ça, tous les sportifs professionnels, voire même certaines autres professions, pourraient être très enclines au TCA. Pourtant, comme tu l'as dit Cléo, les chiffres le montrent, ces troubles sont beaucoup plus développés dans certains sports, comme les sports d'endurance. Mais qu'est-ce qui explique cette prévalence chez les athlètes ? Je suis allée poser la question à Mathieu Jouisse. Il est diététicien nutritionniste au sein de la cellule d'optimisation de la performance de la Fédération française d'athlétisme. Il a d'abord évoqué la spécificité de la course à pied, un sport dans lequel il y a souvent une corrélation entre le poids de l'athlète et sa performance. L'athlétisme est un sport qui malheureusement est relativement touché par ces problèmes donc de TCA, et plus précisément concernant les disciplines on va dire de demi-fond et fond, voire de trail et ultra-trail. En tout cas, dès qu'on augmente la distance, on sait qu'il y a un rapport direct entre le morphotype de l'athlète et la notion de performance, et on peut le voir d'ailleurs au plus haut niveau mondial. On voit bien que le demi-fond, à partir du demi-fond, on a quand même des profils anthropométriques d'athlètes particulièrement minces, avec donc des pourcentages notamment de masse grasse très faibles, qui sont soit à l'origine, de toute manière, la plupart du temps d'un entraînement intensif. Il faut savoir que l'entraînement du demi-fond ou du fond sont quand même des entraînements qui sont très énergivores, donc qui dépensent beaucoup d'énergie et qui inévitablement vont aller dans le sens d'avoir des athlètes avec des morphotypes très minces, voire maigres parfois. Et on sait qu'il y a en tout cas un lien direct entre la morphologie de l'athlète et le fait que celui-ci ou celle-ci soit performante au plus haut niveau. Il a ensuite enchaîné avec l'influence de l'entourage de l'athlète. L'entourage d'un athlète, c'est l'entourage familial, l'entourage aussi direct de ses collègues de course, et bien évidemment tout ce qui est staff athlétique, d'encadrement, et en l'occurrence les entraîneurs. Ce qui va motiver l'entraîneur à vouloir que l'athlète soit plus performant, l'entraîneur il a un levier qui est celui donc de l'entraînement quotidien, bien évidemment, mais pas seulement. Aujourd'hui, dans beaucoup de sports et encore en athlétisme, et on travaille de façon à ce que ces choses-là se dissipent, si je peux dire. On a quand même des entraîneurs encore qui ont cette prétention de maîtriser tous les paramètres de la performance. On sait qu'aujourd'hui, le poids, en tout cas, et donc par défaut la nutrition, les apports nutritionnels sont un paramètre de la performance. Et donc, faute d'obtenir, on va dire, des résultats suffisants par l'entraînement, eh bien, ce sont des gens qui vont aussi dispenser des conseils relatifs à l'aspect psychologique, à l'aspect nutritionnel, sans pour autant avoir les compétences requises. Donc, ça va être des conseils qui vont être inadaptés et qui vont s'avérer in fine beaucoup plus délétères que bénéfiques.
Après, tout cet environnement-là va faire que l'athlète va se sentir à un moment donné dans l'obligation aussi de répondre à cette demande, tout en sachant que l'entraîneur peut être une personne, et la plupart du temps une personne importante pour l'athlète. L'athlète va prendre au mot le mot, en tout cas, ce que l'entraîneur souhaite mettre en place. Et encore une fois, le problème, c'est que beaucoup d'entraîneurs, alors de moins en moins aujourd'hui, et tant mieux, ne vont pas forcément s'associer à des professionnels de santé pour accompagner l'athlète sur un autre domaine de compétences qui n'est pas le sien. Ensuite, il y a tout l'environnement forcément familial, qui est ce syndrome de réussite par procuration aussi, où l'athlète sent bien qu'il a une pression qui n'est pas forcément et uniquement celle de son staff, mais aussi celle de la famille. Et il se trouve, on va dire, coincé et dans l'obligation de devoir répondre par la réalisation de bonnes performances. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la nutrition est un facteur de la performance, tant en guise de préparation que de récupération. En plus de ce que vient d'expliquer Mathieu Jouisse, Fabien Hall, qui est sociologue du sport à l'Université de Lausanne, dénonce auprès du journal 20 minutes le but de la privation avancée par certains sportifs. Quand beaucoup de personnes anorexiques se privent dans un but esthétique, les sportifs, eux, se privent dans un but de performance, ce qui peut être interprété comme un objectif noble et va donc moins alerter sur la gravité des faits. Oui, finalement, c'est un mode de pensée qu'on pourrait résumer par le fameux « no pain, no gain », sans douleur, pas de bénéfice. Exactement. Et l'application de ce mantra se révèle dans un premier temps efficace, comme l'a expliqué Mathieu Jouisse un peu plus tôt. Un athlète qui présente un déficit énergétique à des fins de performance va dans un premier temps effectivement être plus performant parce que son organisme a aussi des capacités d'adaptation à la contrainte importantes. Mais au bout d'un moment, il va en subir les conséquences sur le plan osseux, énergétique, traumatologique et psychologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les troubles du comportement alimentaire sont multifactoriels. Ils ne sont pas dus qu'à une seule raison, mais plutôt à un ensemble de facteurs, un ensemble de vulnérabilités qui peuvent à un moment donné créer un trouble du comportement alimentaire. Est-ce qu'il existe aussi des facteurs génétiques ? Oui, des études ont montré qu'il y a une part de génétique dans les TCA. Mais attention, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une mère souffrant d'anorexie va forcément donner naissance à un enfant qui sera lui aussi atteint de cette maladie. Car le déclenchement de ces troubles dépend encore une fois de plein de facteurs différents. Des traumatismes psychologiques sont aussi des sources de vulnérabilité, tout comme certains traits de personnalité, comme le perfectionnisme. Pour résumer, Myriam Salmi, qui est psychologue à l'INSEP, écrivait en 2008 que ça n'est pas la course à pied qui crée le trouble du comportement alimentaire, mais qu'il s'agit plutôt d'une rencontre entre une personnalité, un sport et un contexte. Les TCA chez le sportif ne sont donc pas une fatalité, Émilie, et il est primordial de pouvoir identifier les profils à risque et avant toute chose, de faire de la prévention dans le milieu sportif. Cela passe notamment par la sensibilisation des entraîneurs et plus largement de l'entourage des athlètes à cette question. Pour ça, Mathieu Jouisse organise avec la FFA des webinaires à destination des entraîneurs pour faire en sorte qu'ils soient en capacité d'identifier rapidement certains signes, de pouvoir décompenser un TCA et surtout de faire attention au discours, au vocabulaire qu'ils vont employer avec les athlètes pour ne pas faire partie du problème. Il suggère aux entraîneurs de prédéfinir avec l'athlète un plan d'entraînement avec des objectifs définis. L'aspect nutritionnel va être un facteur déterminant de la performance et il est nécessaire, voire indispensable, d'aborder ce sujet très tôt dans la saison, idéalement avec un professionnel de la nutrition qui va venir à la rencontre des athlètes pour aborder ce sujet. Pour ce qui est de la détection des cas de TCA, Mathieu Jouisse et Laura Di Lodovico évoquent plusieurs signes qui peuvent alerter chez les athlètes, comme par exemple une perte ou une prise de poids excessive ou trop brusque, l'aménorrhée chez les femmes, un manque d'énergie, un enchaînement de blessures, un changement de look, ou encore un comportement inhabituel, ou une rigidification de l'alimentation, avec par exemple un athlète qui va s'empêcher de manger des catégories d'aliments. Il parle aussi de choses anodines et agréables qui vont devenir des sources de stress pour l'athlète, comme par exemple le fait d'aller au restaurant et d'être confronté à de la nourriture. Et pour eux, souvent, le physique devient une source de préoccupation excessive ou omniprésente. Mais si on détecte certains de ces signes, Cléo, que peut-on faire ? Eh bien, Mathieu Jouisse conseille d'avoir une approche pluridisciplinaire en équipe et d'avertir l'environnement familial.
Un athlète qui relève de ce type de prise en charge va devoir consulter plusieurs spécialistes, nutritionnistes du sport, psychologues, diététiciens, travaillant dans l'idéal au sein d'une même structure de façon à pouvoir communiquer entre eux et mettre en place des objectifs communs. Le mieux étant d'identifier un réseau régional avec des centres référents sur le sujet, principalement des services de nutrition, au sein d'hôpitaux à proximité de chez soi. Si vous êtes directement touché par la maladie ou que vous ressentez une fragilité ou un besoin de contrôle sur votre apparence, il peut être parfois difficile d'en parler à votre entourage. Laura Di Ludovico explique que les personnes touchées ne sont pas toujours au clair avec ce qui leur arrive. Beaucoup ont même l'impression d'aller bien. Elle conseille aussi de s'interroger sur son rapport à la course à pied. Le problème des TCA est qu'ils peuvent gâcher le rapport que les personnes ont au sport, donc soigner les TCA, c'est aussi se remettre en question sur sa pratique sportive, se questionner sur le fait qu'on pratique pour les bonnes raisons et reprendre le contrôle sur la pratique pour la rendre agréable, saine et bénéfique. C'est exactement ce qu'a fait Emma, coureuse amatrice, qui a réussi à retrouver une relation saine avec son alimentation, en partie grâce à la course à pied et le bonheur de courir. J'ai toujours un peu couru depuis que je suis presque au collège, mais pas de façon régulière. Et ça fait que 2 ans où je me suis vraiment pris par passion du running. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans la guérison de mon anorexie. J'ai été touchée par l'anorexie dès le début du lycée. Et le running m'a vraiment permis de me réconcilier avec mon rapport à la nourriture et au sport. Au début, je sais que je faisais pas de sport ou ou j'allais pas courir forcément pour les bonnes raisons. C'était surtout pour la chasse aux calories, d'essayer de dépenser le plus et de pas manger en conséquence. Mais au fur et à mesure que je me suis pris par passion du running, j'ai compris que un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui est nourri, et que si je voulais progresser et vraiment prendre plaisir sur des plus longues sorties, etc., il fallait que je prenne soin de ce corps. Et du coup, au fur et à mesure, de fil en aiguille, au fur et à mesure de mes sorties, du plaisir que j'éprouvais à courir, j'ai réussi un peu à me réconcilier avec justement cette relation au sport qui de base était toxique. Et alors c'était pas un chemin vraiment très facile et rapide, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre ça, que mon corps je devais le respecter pour pouvoir vraiment faire du sport pour les bonnes raisons justement. Et du coup ça a été un long chemin, mais maintenant je peux presque affirmer que je sais que je fais du sport maintenant pour les bonnes raisons et que je le fais en respectant mon corps. Comment il s'est passé justement ce chemin-là ? Tu dis que ça a été un long chemin, que ça a été plein d'étapes. Qu'est-ce que toi t'as mis en place justement pour ce chemin vers la guérison finalement ? Au début c'était très compliqué parce que de base il faut juste prendre du poids, c'est ce que les médecins disent, nos proches disent, il faut manger, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est une maladie mentale en fait, l'anorexie, donc c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est pas comme si on pouvait juste manger et ingérer autant de calories, c'est juste que notre corps il veut pas. Mentalement, il y a un blocage qui se fait. Et grâce à des pédopsychiatres, ma famille, mon entourage et aussi un long chemin personnel, notamment aussi le fait de m'exprimer sur Instagram. Avant mon compte Instagram, il était que pour partager mon parcours, mes doutes, mes peurs, etc. Et d'en parler au fur et à mesure, j'ai compris que je me faisais beaucoup de mal, même mentalement. Et c'est des petites prises de conscience par-ci par-là, parfois des rechutes et parfois plus de haut, qui fait que on arrive petit à petit à se rendre compte qu'on se gâche un petit peu la vie pour rien. Et grâce à ça, j'ai repris vraiment très progressivement du poids. Et en prenant du poids, j'ai repris goût à la vie aussi. J'ai retrouvé mon sourire. Et c'est un peu comme quand on tombe dans l'anorexie, c'est un peu une roue infernale. On tombe vraiment très bas. Mais une fois qu'on arrive à retirer un petit peu les ficelles et à s'en sortir progressivement, c'est aussi un petit peu un engrenage parce qu'on se rend compte, ok, on reprend du poids, peut-être que l'image du corps face au miroir, elle change, mais il y a plein de choses que on avait oubliées, le plaisir de l'alimentation, le plaisir de retrouver ses amis, de profiter des moments que de base on se gâchait un petit peu, juste parce que on voulait pas manger ci, on avait peur de ça, les sorties ça faisait peur. Et du coup, c'est tout un engrenage de positivisme qui fait qu'on se dit ah ouais, en fait, j'ai loupé plein de choses et du coup la guérison se fait de plus en plus facilement. Le running dans ce processus, il est arrivé quand ? Il était présent dès le départ parce que donc comme je le disais de base, je courais mais c'était pas pour les bonnes raisons, c'était vraiment pour
pour perdre des calories. Mais j'ai toujours continué la course à pied, même si de base au début c'était pas pour les bonnes raisons, parce que c'était aussi des moments que je partageais avec ma famille, etc. Et c'est quelque chose que je voulais pas supprimer et que mentalement j'en avais aussi besoin pour m'aérer l'esprit, penser aussi beaucoup. Et j'ai fait un peu un stop du running quand j'ai dû prendre du poids, que les pédopsychiatres m'ont dit que vraiment c'était important dans cette première étape de la guérison, de la reprise de poids. Donc ça m'a aidé un petit peu de mettre le running sur pause dans cette étape-là de reprise de poids. Et au fur et à mesure, quand les kilos se sont installés, etc., j'ai pu reprendre la course à pied progressivement. Et ça m'a fait même un peu un déclic dans ma guérison d'arrêter et de reprendre, parce que j'ai pu faire le comparatif de quand je maltraitais mon corps à courir alors que je compensais pas avec l'alimentation, etc., et que j'étais vraiment faible, et le moment où j'avais repris du poids, où je m'alimentais beaucoup mieux, et où là je me suis dit waouh, en fait ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là quand on respecte son corps. Et du coup le running ça a été un peu un enfilement comme ça, où je me disais en fait c'est tellement mieux de courir quand on se sent bien et quand on se sent plein d'énergie. Si tu devais décrire un petit peu ton lien avec la course à pied, comment tu le décrirais ? Alors maintenant c'est tout autre chose. Ça fait vraiment une partie intégrante à mon équilibre de vie. En fait, c'est que du plaisir. C'est du plaisir parce que c'est des moments partagés. C'est du plaisir parce que je me sens forte, je me sens vraiment, entre guillemets, puissante. Chose que j'avais jamais quand j'étais dans l'anorexie avec un corps tout frêle et tout faible. Maintenant, mon image de mon corps, elle a changé parce que certes, j'ai beaucoup plus de kilos, j'ai beaucoup plus de muscles, mais je suis aussi beaucoup plus, capable de faire beaucoup plus de choses. Et à chaque dossard que j'enfile ou chaque sortie que je valide correctement en respectant mes allures, je me dis waouh, en fait, mon corps il est tellement fort. Et même si peut-être que mon image de moi, elle est un peu encore, je me trouve peut-être un peu trop musclée, patati patata. En fait, je suis juste hyper contente parce que c'est ces muscles-là qui me permettent de faire autant de choses. Et maintenant, c'est devenu, on va dire, une part intégrante de mon équilibre mental et physique. Aujourd'hui, l'objectif de toutes ces prises de parole et de ce podcast est de délier les langues. On sait que le problème existe, personne ne l'ignore, mais on continue de se voiler la face. D'autant plus en athlétisme où le meilleur mode d'action sera la prévention et le changement des mentalités face à ce problème systémique. D'ailleurs, Mathieu Jouisse nous a confié avoir la volonté de créer avec la FFA un réseau de professionnels de santé capables de prendre en charge les athlètes souffrant de TCA en commun avec les fédérations de cyclisme et de triathlon, deux sports dans lesquels ces troubles sont aussi très fréquents. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, pour en finir avec l'idée que les athlètes de haut niveau se restreignent drastiquement, allons faire un petit tour dans leur assiette. Que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou dans nos DM, ils sont nombreux à partager ce qu'ils mangent. Après l'entraînement, chez Méline Rollin, c'est plâtré de pâte bolognaise avec beaucoup de fromage. Mathilde Sénéchal partage quant à elle régulièrement de belles salades composées, équilibrées et colorées avec des toasts. Quant aux athlètes de l'INSEP, ils ont accès à un self. Sacha Zoya, qui est spécialiste du 100 mètres, a récemment partagé sur TikTok une assiette typique de son alimentation quotidienne, pâtes, brocolis et de la viande pour les protéines. Alors au final, s'il y avait une chose à retenir de cet épisode, ce serait d'essayer ou de réessayer, de trouver du plaisir, que ce soit dans son assiette ou dans sa pratique, car c'est le premier pas vers une relation saine avec son sport. Et si vous vous reconnaissez dans les symptômes que l'on a évoqués ou dans certains témoignages que l'on vient d'entendre, n'hésitez pas à en parler à vos proches et à des professionnels de santé. Vous pouvez aussi vous rapprocher de certaines associations spécialisées et contacter la ligne d'écoute de la Fédération française Anorexie-Boulimie. Si vous avez des idées de sujets, des questions que vous vous posez sur le monde du running et son impact sur la société, ou même des informations que vous souhaitez nous faire parvenir, écrivez-nous. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur, Investigation. À bientôt!